qu'est-ce que j'ai à gagner à regarder ton contenu de la part de l'audience. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à comprendre parce que comme on voit beaucoup de gens faire du lifestyle sur les réseaux sociaux et avoir beaucoup de vues ou d'abonnés en faisant du lifestyle sur les réseaux sociaux, oh, mais attendez, il faut faire du lifestyle pour faire des vues. Non, ce que les gens aiment dans le lifestyle, c'est le behind the scene de gens qui ont une vie qu'on estime être une vie de rêve. Est-ce que t'as envie qu'on te parle toute la journée de ton concurrent? T'imagines comme c'est violent pour les constructeurs de bagnoles, ce qu'ils ont vécu avec Tesla depuis 10-15 ans. On leur parle de Tesla matin, midi, soir, alors qu'ils ont un volume de bagnoles vendues qui a pendant longtemps été inférieur à leurs concurrents. Et en fait, ça, c'est la puissance du personal branding, c'est le fait d'occuper l'espace. Du Blaise Matuidi, du Kelly Massol, du Sam Zira, Océane Hemsler, Le Motif, des gens qui ont vraiment une vraie notoriété avant de venir chez nous. Et ils viennent chez nous pour se structurer, aller plus loin, aller plus fort. Bienvenue dans Brandzone, le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Valorant Moulet-Berthaud, cofondateur du groupe Le Crayon. Bonjour Valorant. Salut Benoît, ça va? Très bien et toi? Oh, ça va super. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots pour expliquer, même si déjà tout le monde te connaît, mais... Bon, je sais pas, non, il y a encore beaucoup de gens qui me connaissent pas et connaissent peut-être plus ce qu'on fait. Moi, j'ai monté un groupe de médias qui s'appelle Le Crayon, donc en gros, c'est 4 entités, 2 médias, 2 agences. Le Crayon, média leader sur le digital, sur le débat. Pépite de France, média digital leader sur le tourisme, l'art de vivre et le savoir-faire français. Surligneur, agence de personal branding, création de contenu et relations presse, et Influence, agence d'événements et d'influence. Avec en fait, parce que tout ça peut paraître très nébuleux, très large, mais en fait tout ça correspond à la même mission qui est de réunir la société par différentes manières, différentes méthodes, différentes offres. Et de l'autre côté, d'un point de vue business, c'est de réussir à créer un écosystème de tout ce qu'un groupe média devrait être capable de faire à l'époque du digital. Nous, on a été énormément influencés par tout ce qui a été youtubeur, créateur de contenu, tout ce qui est avec. Et après, ces créateurs de contenu sont arrivés un peu la vague des médias digitaux. Donc, il y en avait quelques-uns avant 2015, mais c'est 2015 le moment où vraiment ça commence à exister sérieusement. Et nous, on trouvait qu'il y avait zéro médias digitaux qui s'étaient vraiment constitués comme des groupes capables d'aller coordonner des opérations beaucoup plus larges que juste leur petit précaré médiatique, même si certains médias sont très très gros et très puissants, donc leur petit précaré, il est un gros précaré, quoi. Mais nous, on voulait être capable d'avoir en fait tout cet écosystème. On avait même fait une espèce de petit dessin il y a 3-4 ans. En fait, c'est une espèce de demi-camembert et en fait, c'était plein de petites parts qui en fait devaient remplir cette espèce de matrice d'une boîte qui permet de faire réussir à faire exploser n'importe quel projet. C'était ça la thèse de départ. D'accord. Et donc toi, t'as monté ça à 22 ans? Ouais, c'est ça. Comment t'as eu l'idée? Parce qu'en plus, je crois que vous êtes 4 dans le projet. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment, à 22 ans, on a l'idée de monter un groupe, enfin, un peu le cheminement et le parcours de ça. On n'avait pas l'idée de monter un groupe au début. C'est arrivé au moment où on a constitué la société, donc c'était 2021, un truc comme ça. À la base, on voulait juste monter une chaîne YouTube de débat. D'ailleurs, même à la base, on voulait même monter une application de chronique de gens politisés sur tous les bords de la société. On s'est rendu compte que personne lisait les articles, nous non plus, donc on devait faire peut-être 1000 ou 2000 vues par article, quoi. C'était ridicule. Et donc, du coup, on a switché complètement et on s'est dit, on va faire une chaîne YouTube de débat en invitant des gens différents à chaque fois. Et là, un peu par chance et hasard du calendrier, notre premier débat a très bien marché. Puis le deuxième a très bien marché. Puis le troisième a très bien marché. Et en fait, ainsi de suite, on était lancé. Et en fait, le point de départ, c'était même pas une ambition de révolutionner les médias ou autre. C'était vraiment juste de se dire, si on continue tel que les choses sont aujourd'hui, et d'ailleurs je trouve que on le voit bien maintenant, là où c'était moins clair à l'époque, on va se retrouver avec des idéologues qui vont défendre leur vision du monde sans jamais aucune contradiction. Quand tu parles de débat, c'est pas forcément politique, ça peut être sur des faits d'actualité ou sur des faits... Ouais, complètement. Non, parce que c'est vrai que quand on dit débat, en France, on a souvent cette question un peu du journaliste ou du chroniqueur face aux politiques ou aux ministres. Nous, on estime que le débat, c'est juste, en fait, aussi bête que l'agriculteur et le distributeur d'hypermarché, par exemple. D'accord. Entre les deux, il y a un débat. Ils ont des intérêts qui sont parfois similaires, parfois divergents. Comment on réussit à les faire en sorte qu'ils s'entendent? Ça, c'est un débat. Ça peut être entre une actrice porno ou quelqu'un qui est dans des métiers de la sexualité et un religieux, un prêtre, un imam, un rabbin. Parce que là, pour le coup, il y a une opposition. Et en fait, c'est comment on réussit à prendre toutes les parties de la société qui ne discutent jamais ensemble pour réussir à les faire en sorte qu'ils échangent, qu'ils discutent et que parfois même ils se contredisent, avec le but d'avoir l'assurance que jamais personne ne puisse tenir des propos en France sans être contredit. Nous, on estime que la liberté d'expression, elle doit être la plus grande possible, permis par la loi.
mais que la condition de cette liberté d'expression, c'est le fait de régulièrement, et comme une espèce de méthodologie fondamentale, être toujours en train de questionner et de faire débattre en fait ces idées-là. Nous, on pense qu'on peut être beaucoup plus large sur la liberté d'expression, sur les propos tenus, tant que ces propos tenus le sont dans un cadre où la personne en face va dire « mais je suis pas d'accord avec toi, moi je pense que tu te trompes là-dessus, j'ai vu telle étude qui contredit ce que tu dis », et ça, pour le coup, ça fait que la personne en face, elle peut dire des choses qui sont plus dures, plus sulfureuses, mais qu'en même temps, le public ne s'en retrouve pas forcément influencé de la même manière que quand c'est quelqu'un qui va prêcher un peu auprès de sa propre communauté, comme on le voit très bien sur TikTok, sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Et ça, pour le coup, c'est ce qui nous fait vraiment très peur. Pour que les gens comprennent vraiment, en fait, on a eu un basculement sur les réseaux sociaux, en gros entre 2015-2016 et 2019-2020. Ce basculement, c'est celui où on est passé de réseaux sociaux à médias sociaux. Réseaux sociaux, c'est je suis là pour d'abord suivre les gens que je connais et les gens auxquels je me suis abonné. Donc c'est-à-dire en fait une forme de logique légèrement fermée. Je me suis abonné à Benoît, donc je vais tomber sur le contenu de Benoît. Là où le média social, les médias sociaux, c'est quand on va nous suggérer du contenu par rapport à ce que l'algorithme a deviné qu'on aimait. Donc il y a moins de questions d'abonnement, il y a moins de questions d'avoir ses proches ou des gens qu'on connaît dans notre feed, il y a beaucoup plus de contenu adapté à nous. Je suis un énorme fan de foot, j'ouvre TikTok, j'ouvre Insta, j'ouvre YouTube, on met une retournée acrobatique de Messi parce qu'on sait que je vais rester parce que j'adore regarder une retournée acrobatique de Messi. Sauf qu'en fait, je suis pas abonné pour ça. Je suis pas signé pour ça. D'accord. Et ça a été le changement. Et dans ce changement-là, les gens qui prêchent, les gens qui veulent convaincre les gens d'être de gauche, d'être de droite, d'être religieux, d'être anti-religieux, d'être tout ce que tu veux, ces gens-là ont gagné en fait en reach énorme parce que du coup, ils avaient une concentration d'audience extrêmement radicale qui pouvait s'étendre en fait au cercle 2, cercle 3, cercle 4 des gens qui les suivaient déjà. Et ça, pour le coup, nous, on pensait que la meilleure, et on pense toujours que la meilleure manière d'aller endiguer ça, c'est pas d'interdire ces gens-là, parce que nous, on trouve que ça, c'est quand même relativement totalitaire comme vision des choses, mais c'est de faire débattre ces gens-là. Et typiquement, ce qu'on a vu là très récemment à l'Assemblée nationale, cette espèce de séquence absolument lunaire et abominable des TikTokers reçus à l'Assemblée nationale comme des criminels, alors qu'en fait, tu sens bien que c'est juste des gens qui essaient de faire leur life. Alors, moi, je les porte pas dans mon cœur, mais voilà. Bah en fait, ces gens-là... Est-ce qu'il n'y a pas eu non plus un problème de casting dans les TikTokers qu'ils ont... C'est sûr qu'il y a eu un problème de casting, je pense. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, si tu les faisais régulièrement être contredits, si ce truc d'assemblée qu'on voyait, tu le faisais sous forme de débat sur le crayon, puis c'est bien, les gens ne peuvent pas le faire sur le crayon, ils peuvent le faire ailleurs, hein. On n'est pas le seul endroit non plus en France où on débat, mais si tu faisais ce débat-là sur le crayon, je suis certain que les gens qui suivent l'un ou l'autre gagneraient en nuance, se déradicaliseraient, littéralement. D'accord. Et aujourd'hui, comment t'expliques un peu le succès de ton groupe ? Est-ce que c'est parce que vous avez une offre qui plaît et sur laquelle il y a une demande, ou il est aussi en partie lié du coup aux 4 fondateurs dont tu fais partie et tout le personal branding que vous avez tous les 4, du coup en étant tous les 4 créateurs de contenu et très présents et très suivis aussi sur les réseaux du coup. Est-ce que tu penses que vos communautés à tous les 4 ont fait le succès du crayon ? C'est sûr que ça aide, surtout sur la partie business et B2B, parce que les gens créer de la confiance, tu vois. Quand on se suit sur les réseaux sociaux, même si on se connaît pas, ça crée naturellement de la confiance parce que je dis ah putain, Benoît, il est sur ce projet-là, c'est intéressant, il me fait suivre ce qu'il fait. Du coup, boum, j'ai besoin de ce truc-là, je vais l'appeler parce que je sais que lui il le fait. Et ça a cette grosse puissance-là pour le coup que nous on a développé avec les fondateurs du Crayon. Ceci étant dit, je pense que la partie la plus invisible de notre succès, parce que la partie visible, les gens la connaissent, on aime bien dire qu'on est les cordonniers les mieux chaussés de nos propres offres, mais en fait, c'est surtout que je pense que le travail que les gens ne voient pas, c'est que ce qu'ils voient de nous représente 20% ou 10% du temps qu'on y passe. Et je pense que les gens, ça pour le coup, ne mesurent pas du tout ça. Ils sont convaincus qu'en gros, le travail et le quotidien de Sixtine, Jules, Antonin et Valorant, c'est d'aller faire du contenu, faire des conférences, serrer des pinces et faire des réunions. Alors, et c'est pas ça, non ? Il y a une partie qui est de ça, évidemment. Mais la majorité de notre temps, c'est construire des équipes, construire des offres, parler avec nos clients, s'assurer qu'ils sont contents, comprendre comment ils pourraient être encore plus contents, comment on peut leur apporter de la valeur ajoutée, comment on peut leur apporter de la valeur ajoutée sans dépenser plus d'argent. Enfin, des questions en fait très fondamentalement entrepreneuriales qu'on met pas beaucoup en avant parce que nous on estime que c'est pas notre rôle, qu'il y a des gens qui font ça très bien, un Guillaume Moubèche, un Grégoire Gambato, un Théo Lyon font des très bons contenus sur l'entrepreneuriat et c'est pas forcément notre rôle nous directement. En revanche, on est des entrepreneurs d'abord et avant tout. Il se trouve qu'on a un business média, mais on est des entrepreneurs avant tout et notre obsession c'est de faire en sorte que les gens qui soit sont dans les audiences du groupe Le Crayon, soit dans les clients du groupe Le Crayon puissent avoir le maximum de valeur
de ce qu'ils ont, soit en tant que consommation de contenu, soit en tant que client. Et ça se matérialise par le fait d'être comme un entrepreneur, d'être obsédé par le produit que tu crées. Et donc, si jamais tu crées un marketing gigantesque, bruyant, comme nous on sait faire, où en fait on va nous voir partout. Tu disais un peu en off, et ça fait très plaisir d'ailleurs, mais que peu importe l'événement entrepreneurial, il est forcément sexy de moi qui allait parler. C'est vrai. Et en fait, on a fait tout pour se battre là-dessus. Alors beaucoup c'est des demandes, surtout aujourd'hui, mais même quand c'est pas des demandes, on va aller les chercher. Je vais pas me dire aujourd'hui, ouais, moi je suis Valorant du Crayon, j'ai des abonnés sur les réseaux sociaux, j'ai une 40aine de personnes dans mon groupe et tout, donc on m'invite, c'est normal. Non, je sens qu'il y a un événement qui va être cool et que j'ai envie d'en faire partie. Je vais aller parler aux organisateurs, je vais aller parler aux programmateurs, je vais aller parler aux gens pour en être. Et j'ai pas cet ego de me dire, ils m'inviteront de toute façon, ou s'ils m'invitent pas, c'est des cons. Non, en fait, faut y aller, en fait, faut se battre. Et en fait, si tu crées un marketing très gros et qu'après derrière t'as une obsession de qualité de service client, de qualité de produit, généralement les deux s'alignent assez bien parce que ton marketing ramène des clients, tes clients te ramènent de quoi refaire du marketing et en fait les deux s'entretiennent pas mal. C'est un cercle vertueux, quoi. Exactement. Typiquement sur notre agence de relations presse, on a fait une évolution positive qui est qu'on signe de plus en plus de gens qui sont déjà relativement connus au préalable, même avant de signer chez nous. Ouais, et nous, on est là pour Blaise, par exemple. Ouais, exactement. Et donc, du coup, nous, ça va être du Blaise Matuidi, du Kelly Massol, du Sam Zira, Océane Hemsler, Le Motif, enfin, des gens qui ont vraiment une vraie notoriété avant de venir chez nous. Et ils viennent chez nous pour se structurer, aller plus loin, aller plus fort. Et ça... du coup, Kelly va, pour prendre l'exemple, parce que Kelly était une des premières à signer en ce sens-là. Kelly va nous apporter Kelly vient parce qu'il y a notre marketing, notre relation et tout ce que tu veux. Maintenant qu'elle signe, on va avoir des gros résultats qui fait qu'on va refaire du marketing avec Kelly, qui fait que d'autres gens qui trouvent que Kelly est trop cool vont vouloir aller bosser chez nous, qui vont refaire du marketing. Et en fait, il y a vraiment une forme de boucle de croissance assez puissante de ce point de vue-là, tu vois. Mais comment tu fais pour conseiller des gens qui sont déjà au top? Tu parlais de Kelly Massol, qui est déjà une excellente entrepreneur. Blaise Matuidi qui a une carrière de foot qui est juste incroyable. Comment tu peux conseiller des gens qui sont déjà un peu au top leur niveau, quoi? Parce que c'est une très bonne question, parce que ce ne sont pas des experts en réseaux sociaux. D'accord. Ce sont juste des gens exceptionnels tout court dans leurs activités de sportifs ou d'entrepreneurs pour Matuidi, dans ses activités d'entrepreneuses et même de leaders de communauté pour Kelly, mais ce ne sont pas des experts des réseaux sociaux ou des médias. Leur expertise, eux, c'est à la base d'être joueur de foot entrepreneur, leaders de communauté, donc c'est-à-dire avoir vraiment une vie qui n'est pas tournée autour de la création de contenu et de la visibilité. La visibilité est presque une conséquence de leur qualité plus qu'une cause de leur qualité. Et nous, on est là pour justement remettre un peu de causalité là-dedans, pour faire en sorte que Blaise Matuidi puisse devenir top voice sur LinkedIn, avoir des gros succès par rapport à ça. Et ça, en fait, nous, c'est de se dire, ces gens-là ont un avantage, qu'ils le creusent, qu'ils l'attaquent, qu'ils aillent encore plus loin là-dessus. Et nous, pour le coup, là-dessus, on sait très bien faire parce que nous, sans être des sportifs professionnels, sans être des stars de la télé, sans être tout ce que sont les personnes avec lesquelles on bosse, on a réussi à arriver à des niveaux similaires, non, mais qui se rapprochent à des âges beaucoup plus jeunes sur la base juste de notre propre création de contenu et présence dans les médias. Et donc, du coup, tout de suite, on est en mode, waouh, attends, moi, j'ai fait tous ces efforts pour en arriver là, toi, t'as fait ces efforts-là, mais surtout en contenu pour en arriver là. Putain, tu fais comment en contenu? Moi, je veux la même chose, en fait. Et en fait, c'est un peu ça la logique, c'est de se dire que nous, aujourd'hui, on maîtrise les réseaux sociaux et les médias comme, je pense, très très peu de boîtes les maîtrisent en France. Mm-hmm. Et donc, on est capable de le faire pour des gens qui n'ont pas de maîtrise des médias ou des réseaux sociaux. Mais on est capable de le faire pour ceux qui ont déjà des présences, mais qui veulent accélérer. Parce que ceux qui ont déjà des présences, c'est déjà une source de revenus. Blaise Matuidi, Kelly ou d'autres de nos clients, ils font déjà des conférences rémunérées, ils font déjà des partenariats avec des marques, d'ambassadariat, ce genre de choses. Donc en fait, si jamais nous on fait un bon travail, on va juste réussir à faire x2 là-dessus. Mais donc du coup, tu vas payer le surligneur 5, 10, 15 000 balles par mois. Et tu vas gagner en plus que ce que tu gagnais avant, 20, 30, 40, 50 000 balles par mois. Mais c'est un no-brainer comme offre en fait. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez un peu les coordonnées les mieux chaussés. Je voudrais qu'on parle un peu de toi. Parce que j'ai eu la chance de te voir en conférence, de te voir un peu en off, etc. Et ce qui est toujours surprenant chez toi, c'est que tu as une telle facilité d'analyse, de comprendre un peu les choses, de quelle stratégie on peut mettre en place. Comment tu fais pour toi, par exemple? Est-ce que tout ce que tu fais sur tes réseaux, tu le fais de manière un peu spontanée et tu le fais de manière très naturelle, ou au contraire, tout est préparé, tout est écrit? Est-ce que tu as une équipe? Comment tu bosses, toi, un peu ton personal branding sur les réseaux? Est-ce que c'est le Valent qu'on connaît, voilà, où tout est simple et tu as une super analyse
de tout ce qu'on peut mettre en place, ou au contraire, t'as une équipe qui te suit, qui te fait, je sais pas moi, un planning de ce que tu écris, de ce que tu dis. Voilà, comment toi tu bosses à ce niveau-là? C'est une bonne question parce que je suis passé de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Enfin, j'ai eu beaucoup de phases différentes d'itération et tout. Le premier truc, c'est sur le côté facilité d'analyse. Moi, je dirais d'abord et avant tout, et ça pour le coup, je suis pas du tout le seul dans ce cas-là, mais c'est que c'est un jeu pour moi en fait. Le fait de se dire quelle serait la meilleure stratégie pour réussir à faire X, Y, Z projet, ou personal branding, ou média, ou contenu, ou émission. C'est vraiment un jeu, j'adore ça, j'adore ce truc-là. Je préfère ça de mes week-ends, je préfère ça de mes vacances, je préfère ça de mes soirées, enfin, donc moi j'adore ça. Donc en fait, ça me coûte zéro énergie de quand je suis par exemple à un événement, quelqu'un qui me dit ah ouais, j'aimerais faire ça et tout, qu'est-ce que t'en penses? Le conseiller, ça me fait plaisir, ça m'amuse, je trouve ça hyper excitant en fait comme challenge. Donc j'ai naturellement déjà cette appétence pour ce truc-là. Sur ma propre structuration, j'essaye d'être très organisé sur le très court terme et pas du tout organisé sur le long terme. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaie de me dire, j'ai toujours une semaine d'avance, par exemple, sur mes posts LinkedIn, j'ai toujours 1 ou 2 semaines d'avance sur mes vidéos YouTube, que ce soit podcast ou vidéo perso, j'ai toujours un média avec lequel je suis en train de faire quelque chose, donc là, j'étais chroniqueur sur M6, je pense que je vais arrêter l'année prochaine, et je suis en discussion avec BFM Business pour faire un autre truc, donc je suis toujours en train d'aller prévoir mon truc d'après à court terme. En revanche, à long terme, c'est-à-dire à 2, 3, 4 ans, aucune idée, si ce n'est un tronc de valeur ou d'idées qui est de moi mon but, ce qui me fait le plus kiffer, c'est de parler du futur de la société, c'est-à-dire à comment la société va évoluer, dans quelle direction elle va et comment on peut agir sur cette évolution de la société pour se retrouver du bon côté de l'histoire ou des évolutions. Un exemple qui est un exemple parmi des milliers que je pourrais citer, mais c'est les crypto-monnaies et le bitcoin. C'est pas mon sujet d'expertise numéro 1 du tout, mais c'est un sujet qui moi me passionne à titre personnel. Je suis choqué à quel point tout le monde s'en fout. Ou globalement. Et en fait, pour moi, le fait que tout le monde s'en foute fait bien que j'ai moi une zone, un cœur central éditorial autour des transformations de l'époque. Parce que autant la blockchain et le bitcoin ça me passionne, mais ça me passionne tout autant de comprendre pourquoi la révolution des freelances et des indépendants peuvent mener à la fin ou à la fin partielle du salariat. Ça, tout comme ça me fascine sur le fait qu'en fait l'IA peut créer une économie déflationniste, ce qui est quand même à la base complètement impossible à imaginer pour les gens, parce qu'on est convaincu que l'IA va faire de la croissance économique alors que ça pourrait faire du coup de la déflation. Et ça, moi, c'est des choses qui me passionnent. Donc en fait, à court terme, je suis ultra organisé, c'est-à-dire je vais avoir 1 ou 2 semaines d'avance sur mes posts LinkedIn et on va dire quelques mois d'avance sur mes présences médias. Long terme, rien du tout. Je me dis pas dans 3 ans il faut que je sois là, dans 1 an je vais faire telle conférence, ça j'en sais rien, on verra ce qui se présente. Et après derrière, ce dont j'ai envie de parler le plus, c'est le futur de la société, sociologie du futur, anatomie du futur, qui moi est le truc qui me passionne. Et je pense que moi c'est un truc. Non, d'ailleurs t'as lancé un nouveau concept de vidéo YouTube il y a pas si longtemps. Ouais, exactement, qui justement on va dans cette veine-là parce qu'en fait je me rendais compte que j'en avais marre de prendre des paris en privé. Je prenais un nombre de paris avec des potes en privé en disant non il va se passer ça, non il va se passer ça, non il va se passer ça. Et j'étais en mode bon, j'ai pas trop le temps de m'y mettre, donc je vais faire un process de vidéo très simple. Je vais pas écrire mes scripts pendant 2 jours parce que j'ai pas le temps de toute façon. Donc je me fixe un timer et j'ai 2 heures et demie pour écrire un script. J'ai 1 demi-heure pour la tourner. Après j'ai mon monteur qui avance et je me dis avec ça, si j'ai pas de résultat, c'est pas grave. Au moins j'aurais posé un jalon de ce que je pense va être la société de demain, tu vois. Et comme je suis convaincu de pas mal de trucs que j'avance parce que je fais des recherches assez approfondies, ça me permettra de pouvoir ressortir ça du chapeau 1 an, 2 ans ou 5 ans après en disant ah, je l'avais vu. Et donc du coup je l'avais vu renforçant justement cette narrative de personal branding. Donc si jamais les gens veulent se dire comment moi je construis mon personal branding et tout, moi, enfin en tout cas en termes d'organisation, moi ce que je leur recommande c'est être ultra rigoureux sur le court terme, comme ça ils ont pas de frein mental à aller poster, à aller être sur les réseaux sociaux, parce que si mon post LinkedIn de cet après-midi ou de demain il est déjà prévu, j'ai pas de friction à aller poster aujourd'hui. En revanche, à très long terme, être relativement flexible parce qu'en fait, les opportunités qu'on va te donner vont aussi modifier la stratégie que tu mets en place. Et derrière, avoir au milieu de tout ça une espèce de tronc central de ce qu'on veut être et de ce qu'on veut incarner. Et moi, j'ai mis du temps à le trouver. Parce que comme j'ai beaucoup aidé mes associés, beaucoup aidé de clients, beaucoup aidé de monde là-dessus, je savais plus trop où me foutre moi parce qu'en fait j'étais très caméléon, très malléable en fait de ce point de vue-là. Et je me suis rendu compte en faisant une discussion de taf avec ma sœur Sixtine et elle m'a dit en fait ce qui t'intéresse toi c'est ce qui va se passer. Et j'étais en mode, bah, ça veut rien dire. Elle si, c'est le futur, c'est la prospective. Et donc, en fait, très naturellement, ça m'emmène dans des sphères où, du coup, je vais me rapprocher, dans la création de contenu, je vais me rapprocher d'un Léo Duff, d'un Laurent Alexandre, d'une Amy Story, qu'est-ce que je prends d'autre comme exemple,
tu vois, de ces trucs-là, de cette zone-là, qui en fait est une zone dans laquelle j'avais pas forcément pensé être, là où avant j'avais un peu l'impression d'être plutôt proche de Jocaris, de Mounir Lagoon, Théo tu vois. Et en fait, c'est pas vraiment ce que je suis en termes de sujet qui m'intéresse, quoi. D'accord. Tu parlais tout à l'heure, que vous êtes un groupe de débat notamment, et il y a un débat qui fait beaucoup sens aujourd'hui, c'est notamment sur l'IA et sur le contenu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, quand on prend l'IA, c'est de la triche, à l'inverse, d'autres qui disent que c'est une aide à écrire ou à rédiger ton contenu. Quel est ton avis, toi, un peu sur ça, du coup? C'est une bonne question. Moi, j'ai un avis assez simpliste. C'est j'allais dire seul le résultat compte. C'est pas comme ça que je veux le dire, mais à la fin, ce qui va compter, c'est ce que tu vas produire pour les gens. En fait, si tu veux distinguer les trucs, en fait, t'as la question du produit final et du storytelling autour de ce produit. Donc, je t'apporte une pizza et je te dis, ouais, on l'a fait faire par un robot. Franchement, il fait des bonnes pizzas, mais bon, c'est un robot, quoi. Et c'est toutes les mêmes. Ta pizza peut être très bonne, tu vas kiffer, mais tu vas te dire, bon, voilà, c'est une pizza robotique, quoi. Si je te sors la même pizza, l'exact même goût, même texture, même tout ce que tu veux. Et je te dis, je l'ai fait, c'était la recette de ma mère. On n'avait pas grand chose quand j'étais petit, mais elle nous faisait cette pizza-là et à chaque fois qu'on la mangeait, on savait que ça irait. Bah là, tout d'un coup, t'as un changement complet, en fait, de perception de ton produit. Storytelling. Ouais. Exactement. Et donc, pour moi, tant que l'IA n'empêche pas de raconter une belle histoire ou de permettre aux gens d'aller vivre des bonnes émotions sur un produit, moi, j'ai pas de limite par rapport à ça. Là où j'ai plus de limites, c'est les gens qui délèguent leurs réflexions et leurs opinions à l'IA. J'ai envie d'écrire un post LinkedIn, donc je vais me faire aider par l'IA. L'IA, qu'est-ce qu'il faut penser de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale? Bah non, en fait. Moi, je veux lire ton avis. Je veux pas lire l'avis de l'IA. Je m'en fous de l'avis de l'IA, en fait. J'ai moi-même ChatGPT chez moi, donc j'ai pas besoin de l'avis de l'IA. Ouais. Donc en fait, moi, là où j'ai une limite sur l'IA, c'est sur quand ça va toucher à mon avis ou mon opinion est guidée par l'IA. En revanche, derrière, faire des analyses, des remises en contexte, donc sur la partie un peu contenu, ou sur la partie produit, de produire un logiciel, de produire un vêtement, de produire une nourriture grâce à de l'IA, de la robotique ou de l'intelligence artificielle. Non, c'est un truc qui est cool, c'est très bien. On se pose pas les questions. Enfin, pour moi, on se pose pas ces questions-là dans tout ce qui va toucher à des choses qu'on a envie de consommer, en fait. Tu vois. Typiquement, moi, si mon vélo il a été fabriqué à la main ou il a été fabriqué par des machines et des robots, ça ne me fait aucune différence tant que je suis certain qu'il va pas se désosser quand je suis en train de dévaler une pente, tu vois. Je comprends. On parlait de personal branding, donc on voit que ça se fait de plus en plus, hein. Évidemment, il y a Justine Hutto avec Respire. Ouais, bien sûr, qui a été un peu la pionnière en France de ce truc-là. On voit là, par exemple, Mathias Bacchino avec Train République, toi avec le crayon, et on en voit d'autres. Est-ce que maintenant, tu penses que c'est un peu un passage obligatoire pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer, de se lancer comme ça sur les réseaux et de se mettre un peu en avant pour mettre son expertise, son histoire, son produit. En fait, c'est surtout que c'est un accélérateur et une valeur ajoutée supplémentaire complètement dingue, en fait. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, qu'on sort à beaucoup de nos clients ou de nos prospects pour essayer de les convaincre, mais que je trouve très puissante, c'est est-ce que ça sert le personal branding? Et à ce à quoi tu réponds, bah oui, ça sert. Mais même théoriquement, si ça servait pas, est-ce que tu serais prêt à accepter que ton concurrent dans ton industrie soit la personne dont on te parle tous les jours? Ça fait mal. Ça fait très très mal. Quand tu es dans une industrie, peu importe l'immobilier, l'intelligence artificielle, la bouffe, les bagnoles, les vélos, ce que tu veux, est-ce que tu as envie qu'on te parle toute la journée de ton concurrent? Tu imagines comme c'est violent pour les constructeurs de bagnoles, ce qu'ils ont vécu avec Tesla depuis 10-15 ans. On leur parle de Tesla matin, midi, soir, alors qu'ils ont un volume de bagnoles vendues qui a pendant longtemps été inférieur à leurs concurrents. Et en fait, ça, c'est la puissance du personal branding, c'est le fait d'occuper l'espace. En revanche, est-ce que c'est nécessaire pour construire un business compétitif? Non. Et est-ce que quelqu'un qui déteste se mettre en avant et que ça met très mal à l'aise devrait se forcer à le faire? Non, pas nécessairement. En revanche, si on ne le fait pas, il faut accepter que son concurrent pourra être la personne dont on nous parle toute la journée. Et moi, ça me rendrait fou. Moi, ça me rendrait fou qu'on me parle de mon concurrent toute la journée. Parce que du coup, j'aurais l'impression que nous... Alors, nous, on est dans les médias, donc c'est toujours un peu le truc, mais... Moi, ça m'énerverait. Et ça m'énerverait pas parce que c'est irrationnel, hein, comme truc, hein. Ça m'énerverait parce que je me dis, putain, mais si seulement ils savaient à quel point moi j'ai été meilleur. Bah ouais, moi je sais pas du coup. Et le personal branding aide à ça. Et est-ce qu'il peut y avoir un côté un peu clivant pour les gens qui te regardent en leur disant, tiens, il se met tout le temps en avant. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu
égocentrique quand même quand on parle toujours de soi, parce que c'est oui, ça, non, ça, 1000 fois oui. Alors ça, pour le coup, t'as complètement raison. Et d'ailleurs, Amy Story, la youtubeuse dont je parlais, a fait une vidéo là-dessus où, alors, elle parlait pas exactement du personal branding, elle parlait plutôt du côté influenceur et tout, mais elle parlait du côté nombriliste que crée en fait ce rapport aux gens, à soi-même et tout. Ça, je suis 100% d'accord. J'essaye de pas trop le faire, on essaye de pas trop le faire, et même pour nos clients, on essaye de pas trop bosser de cette manière-là. On essaie beaucoup de créer de la valeur ajoutée de fond et de créer des leaders thématiques plutôt que des gens qui parlent d'eux en mode bonjour, c'est moi. Le plus qu'on peut. Ceci étant dit, c'est sûr que c'est la limite. Et après, derrière, c'est, je sais pas moi ça, c'est une évolution de l'époque. Moi, je suis contre la vision nombriliste des choses, et je pense que la manière de réunir avec laquelle bosse mon groupe, je pense, démontre tout ce truc-là. Après, de l'autre côté, les gens qui ragent en disant ouais, il parle trop tout le temps de lui ou tout ce que tu veux, moi c'est toujours le même truc, c'est faire passe ton chemin, quoi. Si t'es pas content, passe ton putain de chemin. Enfin, on n'est pas élu par le peuple, on reçoit pas de l'argent public, enfin on fait ce qu'on veut à la fin, et si t'es pas content, passe ton putain de chemin. Moi je suis pour le coup encore plus choqué des gens qui passent leur journée à aller critiquer les contenus ou les positions ou les actions des uns et des autres, et qui en plus se servent de ça pour eux-mêmes se créer un personal branding. Ça, moi, je trouve que c'est incroyablement toxique. Je dis pas qu'il doit pas y avoir des gens qui sont capables d'aller enquêter et qui sont capables d'aller mettre des stops à des gens qui racontent des mythos, par exemple, sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, tu vois. Mais le nombre de gens qui vont sortir a fait tel truc et je vais vous expliquer pourquoi c'est problématique. Il y en a pas mal, ça. Tu veux pas t'occuper de toi 5 minutes? Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas t'occuper de toi? Il y a cette phrase c'est dans, je retrouve le film. Je sais plus si c'est, je sais plus, non, c'est pas j'allais dire que c'est Gangs of New York. C'est pas Gangs of New York, c'est peut-être Les Infiltrés. Enfin, je ressorte faut que je retrouve le film, et il y a une scène dans le film où il dit, parle pas de moi, en fait. Parle de toi. Parle pas de moi. Qu'est-ce que tu fais à parler de moi? Parle de toi, en fait. Et moi, j'aime bien cette logique-là, en fait. Alors, je suis pour qu'il y ait des gens qui disent attention, ce gars-là ou cette meuf-là raconte des mythos. C'est très bien, c'est le marché des idées, ça s'autorégule, c'est top. Mais putain, faire passer pour le chevalier blanc parce que c'est sa meilleure méthode soi-même pour se créer un propre personal branding, et se faire passer en plus derrière pour le héros et le gentil et la police des mœurs, quoi. Stop. Concentre-toi sur toi, quoi. Fais quelque chose de ta vie au lieu de commenter celle des autres, quoi. C'est comme vraiment, mais ça, pour le coup, je trouve que c'est fou furieux comme truc. Enfin, je veux dire, c'est tellement contre-productif. Tu me verras jamais citer nommément des gens que je critique. Et d'ailleurs, dans les gens que je critique, 95% des gens que j'ai critiqués étaient des gens qui recevaient de l'argent public, d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, c'est ça mon sujet. Mon sujet, c'est comment l'argent de nos impôts est bien utilisé, et du coup, quelle critique je peux faire. Sur les autres, c'est pas mon l'oseille de mes impôts. Donc en fait, c'est pas mon problème, en fait. Tu vois, je suis pas le chevalier blanc, je suis pas un juge, je suis pas un procureur. C'est pas mon job. Nous, on reçoit les gens, on va les contredire. C'est tout. Qu'est-ce que tu dirais demain à quelqu'un qui souhaite se lancer, enfin quelqu'un qui lance un produit, qui lance sa boîte, mais qui n'y connaît rien en personal branding? Quel conseil tu peux lui donner pour se lancer? Voilà, il sait pas ce qu'il peut dire, comment le dire. 3 conseils, à mon avis, les plus importants. Premier conseil, se former gratuitement en ligne, par des systèmes d'accompagnement. Nous, on a une communauté qui s'appelle Boost ton surligneur qui sert à ça, par exemple. Donc, il y a se former, et j'insiste, si jamais vous avez 0 budget et que du coup tout ce que ma boîte peut proposer ou d'autres boîtes peuvent proposer, vous pouvez pas l'acheter, formez-vous en ligne, formez-vous sur LinkedIn, sur Insta, sur YouTube. Il y a des gens qui se battent toute la journée pour faire les meilleurs contenus pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension des réseaux sociaux. Mais pourquoi c'est hyper important? Parce que encore aujourd'hui, nous, dans les gens qu'on embauche dans ma boîte, donc on voit plein de candidats, il y a des candidats, ils veulent bosser dans l'industrie des réseaux sociaux. Je leur demande ce que c'est qu'une accroche. C'est pas ce que c'est. Le fameux hook. Ouais, quand même, enfin, tu sais pas ce que c'est, quoi. Si tu leur demandes comment fonctionnent les réseaux sociaux, ils sont incapables de te dire. Enfin, t'as plein de mécaniques où t'es en mode, bon, je veux dire, tu passes plusieurs heures par jour devant les réseaux sociaux, tu sais pas comment ça fonctionne. Donc, 1, se former. 2, rester consistant. Beaucoup de gens arrêtent au bout du 5e contenu qui marche pas. Nous, ce qu'on aime bien dire en interne, c'est tu peux commencer à considérer que ça marche pas au bout du 100e. Avançant, réfléchis même pas. Et surtout, idéalement, même sujet, même thématique, même format. Alors tu peux faire évoluer pour tester, mais il faut avoir de la consistance, y compris dans ce que tu fais. Si un matin tu parles de sport et que l'après-midi tu parles d'IA, rien à voir, on comprend pas ce que tu fous, qui es-tu, tu vois. Et 3e chose, avoir un vrai amour de ce qu'on crée, parce que sinon on ne tiendra pas. Nous,
une des plus grosses raisons pour lesquelles nos clients peuvent arrêter des accompagnements avec le surligneur, notamment sur LinkedIn. C'est pas parce qu'on n'a pas les résultats, c'est pas parce que ça leur rapporte pas de business, mais c'est parce que ça crée une usure chez eux de traiter des sujets. Alors, c'est pas forcément eux qui écrivent les posts quand ils sont clients de l'agence, mais ça crée une usure d'avoir l'impression d'être un peu des perroquets de leur truc. Et il y a des gens qui ont une certaine forme une vision assez française d'une certaine tenue, d'un certain chic et tout, qui n'aiment pas du coup cette logique-là. Et donc du coup, ils vont faire 6 mois, 1 an chez nous, ça leur a apporté beaucoup de choses, mais ils sont en mode, en fait, je préfère que ça m'apporte un peu moins, mais de pas avoir ce poids un peu d'occuper l'espace sur LinkedIn, tu vois, le fameux revivant caché du nord de la France, quoi, tu vois. Quand un client vient au surligneur, du coup, donc évidemment, c'est dans le but de travailler son personal branding et donc de générer des ventes. Est-ce qu'on peut estimer, sans faire d'études évidemment, mais que quelqu'un qui est client chez vous pendant 1 an, ou en tout cas qui fait ça chez vous ou tout seul, au bout de combien de temps on peut estimer que c'est rentable, par exemple, pour que son business décolle? C'est super variable, donc je vais plutôt te dire qu'est-ce qui fait que ça sera rentable. Première question, est-ce que la personne vend déjà bien sans? Parce que pour le coup, pas mal de gens parfois croient que c'est le personal branding qui leur manque pour vendre, alors ce qui leur manque pour vendre, c'est juste simplement une bonne offre ou dont les gens perçoivent beaucoup de valeur. Donc quelqu'un qui arrive à bien vendre, une fois qu'il passe chez nous, il vend encore mieux. Parce que du coup, tu crées un trafic 10 fois supérieur à ce qu'il avait avant sur les mêmes offres qu'il arrivait déjà avant. Donc, est-ce que la personne vend? Et quand je dis vend, c'est pas forcément vend des centaines de milliers, mais est-ce que la personne galère à vendre? Si elle galère pas à vendre, généralement, ça va être très rentable. Deuxième chose, est-ce que la personne nous fait confiance ou est capable d'aller pousser un peu le curseur pour aller chercher une place de leader dans sa thématique? Parce qu'entre être le numéro 1, être le numéro 5 ou être le numéro 50 de son domaine, ça n'a pas du tout le même impact, c'est vraiment des effets très logarithmiques. Nous, on a fait monter, c'est un de nos clients historiques, on a fait monter une voix du Made in France qui s'appelle Frédéric Timbert, qui est un type formidable en plus d'être un de nos clients historiques. Aujourd'hui, sur le Made in France et les patrons de PME, il est très identifié au point que nous, on lui envoie des partenariats LinkedIn. Donc ça veut dire que non seulement il gagne des clients pour sa boîte, mais en plus, on lui amène même des deals pour que lui, son accompagnement du surligneur, finalement, ça lui coûte quasiment rien. Donc, être capable de pouvoir pousser les curseurs un peu et ou de nous faire confiance ou de faire confiance à l'agence avec laquelle tu bosses. Et la troisième chose, c'est la patience. Parce qu'en fait, le travail que tu vas faire pendant 3 mois, ton 4e mois, il peut être supérieur aux 3 premiers mois. Le travail que tu vas faire pendant 1 an, les 3 mois après le 1 an peuvent être supérieurs à toute l'année précédente. Parce que c'est vraiment des effets de compound. Et donc ça, pour le coup, c'est le temps que t'as à nous donner. Généralement, 3 mois, c'est trop faible pour avoir un ROI vraiment important. D'accord. C'est quoi, 6 mois? Ouais, 6 mois, tu commences à avoir des vrais résultats, pas très facilement prouvables pour le client. 12 mois, incroyable. Et 24 mois, on a des clients, nous, depuis 36 mois, je pense. Ouais, depuis 3 ans, depuis 3-4 ans, on a des clients comme des Harold Parizeau, des Fred Timbert, un truc comme ça. C'est complètement dingue. Et puis, pour un Harold Parizeau, il faut qu'il signe 1 ou 2 clients du Channel Business Club grâce à LinkedIn par an pour que ça soit rentable. Ça va, tu vois. Et c'est pour ça que je te parle d'offres qui se vendent déjà, tout ce qu'il y a avec, tu vois. Demain, imaginons un entrepreneur se lance. Quel conseil tu lui donneras en termes de recrutement? Est-ce qu'il vaut mieux recruter un commercial qui aille te chercher du business, ou t'ailles plutôt recruter un social media manager qui va justement te faire de la com, du personal branding? Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? En fait, ça dépend pour le coup, ça dépend vraiment le secteur, parce que soit ton secteur, il est sales driven, donc il est géré par le côté vente, tu vois. Typiquement, t'es dans l'assurance, c'est généré par les ventes. Parce que personne va se dire, yes, cet après-midi, assurance. Personne n'a jamais fait ça. Donc en fait, ton marketing ne marchera pas. Tu peux être très puissant en marketing comme les Alan, par exemple. Notamment B2B où ils sont très bons. N'empêche que l'assurance, ça fait chier tout le monde, donc t'as intérêt à avoir une logique très sales. C'est pareil pour des payfits, tous des trucs comme ça, t'as intérêt à avoir vraiment des sales. Si mais ton produit, au contraire, il est plus attractif, il est plus sexy, les gens ont plus une attirance vers ton produit, t'as intérêt à être beaucoup plus drivé par le marketing. Les gens ont envie de se mettre en avant. Les gens ont envie de faire du personal branding. Il y a cette appétence au fait de se mettre en avant. Donc on a intérêt avec le surligneur d'être plutôt drivé par le marketing que par la vente. Mais ça dépend de ton domaine. Est-ce que l'immobilier t'es drivé par la vente ou par le marketing? J'ai plutôt l'impression que t'es drivé par la vente, par exemple, tu vois. Est-ce que la bouffe ou la restauration ou l'hôtellerie t'es drivé par la vente ou le marketing? J'ai plutôt l'impression que t'es drivé par le marketing, tu vois. Donc c'est plutôt de comprendre où est-ce que ton industrie se situe sur ces deux trucs-là. Et donc en fait, généralement, plus t'es consumer, plus c'est le marketing, plus t'es B2B, plus c'est la vente. Mais en fait, c'est pas aussi vrai que ça. C'est plutôt, plus ton produit, il est
peut-être nécessaire, mais chiant pour les gens. C'est vraiment, ça ne provoque aucune excitation chez les gens d'utiliser ce produit. T'as plutôt intérêt sur la vente. Si jamais ton produit provoque de l'excitation, t'as intérêt sur le marketing. Tu vois, il y a un exemple comme ça que je trouvais hyper inspirant. Je pense à Guillaume Houbèche, qui a fondé Lemlist. Bon, sur le principe, c'est pas un produit hyper sexy, Lemlist, mais qui cartonne. Et Guillaume Houbèche fait énormément de contenu sur les réseaux maintenant depuis très longtemps. Et c'est aussi ça, je pense, qui a permis à Lemlist de décoller. Donc, il a quand même réussi à rendre un produit, enfin, en tout cas, une marque sexy, alors qu'au départ, ça l'était pas forcément. Complètement d'accord, mais c'était pour le coup, une exception, je sais pas, mais en tout cas, il fait partie des rares qui ont réussi ça, parce que même, je l'avais interviewé à tout début, Guillaume, au tout début du Crayon, et lui, il était, je crois, à 1 million d'ARR sur Lemlist à ce moment-là, et il avait dit, B2B doesn't have to stand for boring to boring. Et donc, lui, déjà, avait cette quête, presque chevaleresque, c'est-à-dire au-delà du côté business, de se dire comment on rend le B2B marrant, fun, divertissant et tout. Donc c'était presque un positionnement d'asymétrie. C'est comme quelqu'un qui dirait moi j'ai justement rendre l'assurance fun et sexy. Et donc là pour le coup tu deviens atypique, tu deviens original sur ton marché, donc ça se tente. Mais par défaut, les trucs plutôt chiants sont plutôt drivés par les sales et les trucs plutôt sexy sont plutôt drivés par marketing. Quelles erreurs tu vois fréquemment arriver par des jeunes entrepreneurs qui se lancent, notamment dans le personal branding ou dans les réseaux ou dans l'influence? Quelles sont les 2-3 erreurs que tu vois le plus souvent et comment on peut les corriger du coup pour que ce soit... Il y a une erreur qui moi me fascine à chaque fois et je critique pas, hein, moi aussi je l'ai faite et ça m'arrive encore de le faire, mais les gens n'en ont rien à foutre des autres. Faut pas parler de soi, faut parler des autres. Et quand on parle de soi, c'est pour parler des autres. Et ça, les gens ne comprennent pas. Je suis ravi de vous annoncer que je vais officiellement faire 3 petits points. D'accord, mais si on ne connaît pas au préalable, on s'en tamponne. Alors que de se formuler en disant officiellement je fais ça, pourquoi n'importe qui peut réussir à faire ça? Pourquoi comment je peux vous apporter tel truc sur tel domaine? Enfin, les gens consomment du contenu pour eux-mêmes, ils ne les consomment pas pour vous faire plaisir. Et je pense que ça, il y a vraiment une erreur chez beaucoup de gens qui commencent de ne pas avoir compris que la mécanique du contenu, c'est d'abord avant tout qu'est-ce que j'ai à gagner à regarder ton contenu de la part de l'audience. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à comprendre parce que comme on voit beaucoup de gens faire du lifestyle sur les réseaux sociaux et avoir beaucoup de vues ou d'abonnés en faisant du lifestyle sur les réseaux sociaux, mais attendez, il faut faire du lifestyle pour faire des vues. Non, ce que les gens aiment dans le lifestyle, c'est le behind the scene de gens qui ont une vie qu'on estime être une vie de rêve. T'avais fait venir Caroline Receveur par exemple au Z Project. Beaucoup de gens fantasment la vie de Caroline Receveur, donc vont suivre ses contenus parce qu'ils veulent voir le behind the scene de sa vie fantasmée. Mais ça reste un truc personnel, ça reste égoïste, c'est pas le bon mot, mais ça reste on le fait pour soi. On le fait pas pour faire plaisir à Caroline Receveur. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On le fait pour se divertir, pour s'inspirer, même parfois pour être jaloux, un peu voyeuriste et tout, tu vois. Et je pense que c'est ça, la meilleure manière de commencer le personal branding, c'est de se demander comment on peut apporter de la valeur aux gens. En fait, comment on s'en fout de soi. Et nous, on a beau se mettre beaucoup en avant avec le crayon, on a toujours un grand recul sur le fait qu'on n'est pas si important que ça, tu vois. Je sais pas si t'as vu cette trend sur les réseaux sociaux où tu mets un critique ou une reproche qu'on te fait, tu vois, donc je sais pas, ça sera en mode... Oui, Valent, je sais pas, il serait trop égocentrique ou trop sulfureux, de ce que tu veux. Et puis en fait, moi je suis là et je te dézoome la terre et je te rappelle qu'en fait, bon. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de patience, et ça sera un peu ce sera la dernière question. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de contenu sur LinkedIn et qui n'ont pas d'engagement, alors soit ils n'ont pas de likes, soit pas beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que tu diras à ces gens? Est-ce que c'est le contenu qui est pas bon? Est-ce que c'est l'écriture qui est pas bonne? Est-ce que c'est leur audience? Ou est-ce que c'est le temps? Enfin, quelle est la solution pour un peu perdurer et faire en sorte que tes posts décollent sur la durée, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, qui bosse avec le surligneur, déjà. Ouais, bah, déjà. Non, alors, plus sérieusement, nous, ce qu'on fait tout de suite avec nos clients, parce que c'est un des cas les plus difficiles, quand il y a un client qui signe chez nous, et qui nous laisse, et qui signe sur 6 mois, donc pas 1 an ou 2 ans, qui signe sur 6 mois, avec quasiment 0 audience à la base. C'est le cas le plus difficile. On n'a que 6 mois pour réussir à faire décoller quelqu'un qui a 0. Première méthode, faire des posts sur les sujets d'actualité de sa thématique. Ne pas se concentrer sur son offre, ne pas se concentrer sur la théorie de son industrie, prendre le sujet auquel tout le monde pense dans son industrie.
Si t'es dans l'immobilier, bah tu parles de, je sais pas, la crise immobilière avec les taux d'emprunt. Si jamais t'es dans l'IA, tu parles de la régulation IA européenne ou la dernière version de ChatGPT. Enfin, tu parles en gros du sujet d'actualité brûlant de ton industrie en premier. Deuxièmement, une fois que tu parles de ces sujets-là d'actualité, tu vas aller interpeller. J'ai vu un post sur l'IA, Martin Pavanello, que j'ai trouvé très intéressant là-dessus, et donc du coup je rebondis. Enfin, tu vas aller créer de la connexion, de la connivence, en allant un peu choper à droite à gauche. Typiquement, moi quand je suis tagué sur LinkedIn, je fais pas taguer en mode des gens qui taguent en dessous. Quand ils vraiment me citent, Valorant le disait dans tel post, dans telle conférence, dans tel truc, je like et je mets un commentaire à chaque fois. J'estime que les gens prennent le temps de donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire du reach, à chaque fois taguer du coup Valorant. Oui, mais si vraiment il y a quelque chose s'il y a vraiment quelque chose que j'ai dit qui vous a vraiment interpellé, si vraiment si ça a du sens de le faire. En tout cas, moi je sais qu'à chaque fois, et je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. D'accord. Et donc en fait, ça permet de pouvoir gagner incrémentalement un like, 2 likes, 3 likes, 4 likes, 5 likes. Et troisième chose, réussir à aller créer des mécaniques de viralité, c'est-à-dire j'ai compilé toutes les infos à connaître sur la dernière mise à jour de OpenAI. Commente-moi IA et je t'envoie le lien du document ou de tout ce que tu veux. Tu vois. Et du coup, tu as créé la mécanique là-dessus. Et ça, nous, on a fait pas mal de méthodes comme ça et ça marche bien. Il y a certains de nos clients qui sont là aujourd'hui à 7, 8, 10, 12 000 abonnés alors qu'ils ont commencé à zéro il y a 4-5 mois, tu vois. Donc ça, nous, on est assez content de ce point de vue-là parce qu'on a vraiment réussi à le faire décoller. C'est vraiment le 0 à 2-3 000 abonnés qui est le plus douloureux. Tu peux vraiment en passer plusieurs semaines dessus et c'est vraiment douloureux. Mais en revanche, pour moi, la meilleure méthode quand tu es inconnu au bataillon, c'est prendre le sujet dont tout le monde parle et de passer ce sujet-là par le prisme de ton expertise. Pour moi, c'est la meilleure méthode. C'est exactement ce que j'ai fait hier. Par exemple, je fais un post qui a fait, je sais plus, 400, 500 likes sur LinkedIn, sur la commission d'enquête TikTok. Et en gros, j'ai pris le sujet dont tout le monde parle, la commission d'enquête TikTok, et je l'ai mis sous mon prisme d'expertise qui est la compréhension des réseaux sociaux et des mécanismes d'algorithmes des réseaux sociaux. 500 likes. Facile. Et facile parce que facile quand on maîtrise. Oui, non, mais facile parce que la méthodologie est facile. Après, peut-être que ce que je dis est vraiment intéressant, mais la méthodologie, quand je l'écris, je savais que ça allait faire ces scores-là, parce que tout le monde en parle. J'ai un avis légitime, et en plus cet avis-là, je suis capable d'aller apporter sur un sujet dont tout le monde parle un petit éclairage que les gens n'ont pas. Si le président a fait 3 heures d'interview et que je suis un expert en communication, je vais pouvoir dire Emmanuel Macron a fait une énorme erreur pour cette interview que personne n'a vu passer. T'as pas envie de savoir? Si, t'as envie de savoir. Oui, évidemment. Ah, voilà. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour tes conseils et pour ton expertise. Et je te dis à très vite. À très vite.